Bonsoir à toutes et à tous, Latitude 91 version politique, saison 3. Cela fait maintenant des mois que le plateau de Saclay est l'objet de toutes les attentions. Lundi dernier encore, c'est sur le plateau, dans un amphi de Supélec, que le président de la République avait choisi de présenter ses vœux aux représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un plateau de Saclay labellisé pôle de compétitivité d'envergure internationale depuis 2005. Un plateau convoité. Qui fait quoi? Qui décide de quoi sur le plateau de Saclay? C'est notre débat de ce soir avec deux invités. Jean-François Vigier, bonsoir. Vous êtes le maire de Bure-sur-Yvette. Et en face de vous, David Ross, vous êtes le maire de Orsay et vous êtes aussi vice-président du Conseil général, plus particulièrement en charge des questions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et du développement économique. Et du développement économique, parce que tout ça est lié. On va y revenir évidemment quand on va parler du plateau de Saclay. Alors, j'ai intitulé ce plateau « Qui fait quoi sur le plateau de Saclay ?» Parce que quand on suit ça de près comme moi, on a parfois du mal à s'y retrouver, alors que moi je suis ça de près. Alors j'imagine que vos concitoyens, entre les communes, l'OIN, le président qui vient régulièrement qui dit « je vais mettre 1 milliard ici, on va faire des trucs », la région, les communautés d'agglo, la CAPS, vous êtes tous les deux membres de la CAPS, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Enfin voilà, rien que la manière que j'ai de poser la question, on voit que c'est sacrément compliqué et qu'on a l'impression que les gens qui habitent sur ce plateau, eh ben, ils voient arriver les ministres, ils voient arriver les présidents de région, ils voient arriver plein de gens importants et qu'on décide tous sans eux. Qui veut prendre la parole le premier? David Ross, Jean-François Vigier. Bonsoir, vous avez très bien résumé effectivement la situation. Ce qu'il faudrait, c'est que ce jeu ne se termine pas par qui perd gagne, parce qu'il y a des enjeux d'importance et que je fais partie des élus qui ont envie, en tout cas, de participer à cet enjeu d'envergure internationale. On l'a rappelé, hein, c'est un des 6 pôles de compétitivité français majeurs. Je ne le conteste pas. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour les générations à venir. Et donc, on a envie, en tant qu'élu, de prendre notre part de responsabilité. Et c'est toute la question, c'est en tout cas qui fait quoi, on ne sait pas encore, mais on a envie que les élus fassent quelque chose et puissent être copilotes avec l'État dans cette affaire. Jean-François Vigier, quand on est élu local comme vous, on se dit un peu parfois, parce qu'on a entendu certains élus locaux d'ailleurs s'en émouvoir, on est considéré comme la dernière roue du carrosse? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, et on peut être inquiet, je crois, quand on est habitant de ce secteur, qui s'étale de Massy à Saint-Quentin en Yvelines, quand on est attaché à son environnement, et quand on est élu d'une ville sur le territoire de laquelle il y a 20% du territoire, 90 hectares qui sont dans le périmètre de l'OIN, je crois qu'aujourd'hui, on peut être assez inquiet parce que l'OIN, ça peut sembler très théorique. L'opération d'intérêt national. Voilà, opération d'intérêt national. Ça peut sembler très théorique, mais concrètement, ça veut dire des choses pour un élu local. Ça veut dire que dès lors que vous avez une partie de votre territoire qui est classée dans le périmètre de l'OIN, déjà le maire est dessaisi de ses pouvoirs d'attribution de permis de construire. Qui est un acte essentiel, hein, c'est que vous maîtrisez plus ce qui va se construire ou pas. Exactement. Donc c'est l'État qui intervient et qui prend en charge l'aménagement de la zone. Il nous reste, c'est vrai, la possibilité de faire du règlement à l'intérieur, c'est-à-dire de classer les sols dans telle ou telle catégorie, mais sous le contrôle de l'État. Il se trouve que Bure est en train de réviser son plan local d'urbanisme actuellement et j'encourage fortement les habitants à travailler à l'évolution du site puisque on nous annonce le déménagement de l'université sur le plateau de Saclay. On va y revenir. 90 hectares, 20% du territoire. Et quand le gouvernement nous annonce que à la place des bâtiments qui resteront vides, on va implanter 90 hectares de start-up, c'est-à-dire d'entreprises qui doivent travailler en lien avec le secteur de la recherche, on peut quand même s'inquiéter. Parce que Bure-sur-Yvette, en Valais, 90 hectares de start-up, est-ce que ça veut dire qu'on va densifier le secteur aussi ? Donc, toutes ces questions, aujourd'hui, je pense qu'on manque de réponses, en tout cas. Vous manquez de réponses. On a vu, alors là, vous parlez du déménagement de la fac, hein, on va y revenir avec vous, parce qu'on l'appelle la fac d'Orsay, quand même si c'est Paris 11. On a parlé, je me souviens d'un titre du Parisien Essonne, une ville nouvelle sur le plateau de Saclay, point d'interrogation, on annonce quand même 80 000 logements. Voilà, moi je comprends que les gens qui habitent ce plateau, ils se disent, tiens, on va déménager la fac, on va faire 80 000 logements, on nous annonce aussi un transport en commun lourd.
Qu'est-ce que vous savez? Moi, j'ai juste le souvenir, une anecdote, d'avoir eu le patron de l'OIN il y a quelques mois, quand on avait dit qu'il allait y avoir un héliport à Toussul-Noble, que ça avait été annoncé par le ministre des Transports, et que lui, patron de l'OIN, jamais il avait reçu un coup de fil du ministre des Transports pour lui dire « on va te mettre un héliport là parce que ça va être bien ». C'est la même chose pour vous? C'est quoi le plus embêtant? C'est le déménagement de la fac, c'est les transports, c'est le logement. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est beaucoup de choses à la fois parce que c'est un peu le quiz permanent. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Vous le disiez, le milliard d'euros, c'est la dernière annonce un petit peu phare. Ça, c'était lundi dernier. C'était lundi dernier, la confirmation. Le président de la République. Tout à fait. Qui a annoncé donc qu'il y aurait 1 milliard d'euros qui serait du grand emprunt, qui serait dédié, qui serait mobilisé pour cette opération-là. La crainte qu'on a, c'est qu'en fait, on ne voit pas la vision d'ensemble globale. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, on nous parle d'un déménagement intégral du campus, à d'autres moments, on nous parle de logement, à d'autres moments, de transport en commun. Les ministres, que ce soit Valérie Pécresse ou Christian Blanc, on n'a pas l'impression qu'ils se parlent entre eux, mais qu'ils parlent par médias interposés. Et nous, élus, habitants, on est un petit peu au milieu de tout ça. On est un petit peu spectateurs, alors que je pense qu'on a beaucoup à apporter, puisqu'une fois encore, il ne s'agit pas de s'opposer à une vision globale de création d'un cluster sur un territoire qui irait du plateau de Saclay. Mais alors, cluster, on va essayer de traduire. C'est en gros de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, voilà, et puis de l'activité économique derrière. Service, voilà. C'est de la recherche et de l'innovation au service de la création de richesses. Et donc, pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait des services qui accompagnent ça, que ce soit en termes de transport ou de logement. Mais pour moi, si on veut que ce cluster soit périn, il faut le voir à l'échelle territoriale qui va du plateau de Saclay jusqu'au plateau de Courtabœuf, là où il y a une variable économique déjà présente. Avec la zone d'activité. En passant par la vallée et en allant rejoindre Massy d'un côté et Saint-Quentin de l'autre. Donc c'est vraiment, il faut avoir un aménagement global cohérent de l'ensemble du territoire et pas se focaliser, comme c'est le cas un peu sous un côté un peu de marketing du plateau de Saclay, alors qu'il y a un environnement, un cadre de vie exceptionnel avec des terres agricoles, avec des rigoles, sur lesquelles, en fait, il y a un certain nombre d'engagements de la part des élus. Alors justement, parmi les engagements, vous parlez des terres agricoles. François Lamy, le président de la CAP, s'était engagé par exemple sur le gel de 2000 hectares de terres qui resteraient à vocation agricole. Alors, ça, c'est toujours d'actualité ou ça peut être remis en cause du jour au lendemain? Les élus de la CAP ont approuvé très majoritairement donc une motion demandant le maintien de 2300 hectares de terres agricoles. Il se trouve que dans le projet de loi tel qu'il a été approuvé en première lecture à l'Assemblée nationale, il est fait mention d'à peu près, je crois, 2300 hectares. Ouais, alors les associations s'inquiètent parce que le terme de la loi, justement... Mais pas seulement les associations, on s'inquiète tous du terme de la loi, parce que, mettons, 2300 hectares. C'est un chiffre, je crois, qui fait aujourd'hui consensus dans le monde associatif, auprès des élus, auprès des habitants. Arrêtons 2300 hectares. Et passons à autre chose. Or là, on met à peu près, qu'est-ce que ça veut dire à peu près? Est-ce que c'est 1800, voilà, est-ce que c'est 1900 voilà, et ça, c'est une vraie question de principe sur laquelle nous sommes très, très attachés. Autre question. Vous êtes un jeune maire depuis 2008, donc vous allez peut-être pouvoir avoir un peu de recul. Moi, je m'intéresse au plateau de Saclay depuis que je suis arrivé à Téléson, et une des réflexions qui m'est venue, c'est on sait depuis 30 ans que c'est un territoire exceptionnel pour la recherche, mais que depuis 30 ans, il ne s'était pas fait grand-chose sur ce plateau, parce que quand on regarde l'équilibre des forces politiques sur le plateau, chacun, à droite comme à gauche, a ses prérogatives, et que tout le monde se regarde en chien de faïence, et moi j'avais le sentiment que les choses n'avançaient pas. Et est-ce que cette opération, cette mainmise que reprend l'État, on le voit bien avec Nicolas Sarkozy, avec la création de l'OIN, c'est pas de taper un coup sur la table de la part de l'État et de dire vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord pour avoir un projet commun, pour faire avancer les choses, nous l'État on va le faire à votre place? Je suis pas du Jean-François Vigier, puis après on posera la question. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche de dire on va faire payer les élus parce que vous n'avez rien fait pendant 30 ans. Au contraire, nous ce qu'on dit c'est qu'on veut le faire, on veut l'accompagner. Tout le monde est d'accord pour développer un cluster, pour valoriser ce secteur qui est un pôle mondial, mais faisons-le avec les élus. Et ne mettons pas les élus dans un petit parc, là, dans l'établissement public Paris-Saclay. On va leur donner une petite place, mais finalement, ils n'auront pas grand-chose à dire parce que on a l'impression qu'on ne veut pas participer à la décision. Or, nous, ce qu'on veut, c'est travailler, donner nos idées, donner l'impulsion, parce que c'est nous qui vivons sur ce secteur toute l'année, avec des habitants. Et on a des choses à dire et il serait dommage de ne pas faire appel à nous.
Les élus n'ont rien fait, c'est pour ça que l'État reprend la main. Alors, je dirais que les élus n'ont rien fait, c'est un petit peu dur, puisque si on prend un petit peu de recul, il ne faut pas oublier que Soleil, le synchrotron, c'est les élus du département et les élus de la région. Neurospin, c'est aussi un projet sur lequel le département s'est investi. Digiteo Lab, c'est la rencontre à la fois de la communauté scientifique, CNRS, CEA, Polytechnique et du Conseil général. Donc je dirais à la limite, s'il y a des gens qui n'ont pas fait grand-chose depuis quelques années, c'est plutôt l'État. Donc moi je me réjouis que l'État se mette à nouveau autour de la table et puisqu'ils mettent en avant nos divergences, nous, élus de tendances politiques d'ailleurs différentes, on dit chiche, on est prêt à travailler avec vous, mais alors faisons du vrai copilotage. Alors quand vous rencontrez, parce que j'imagine que vous l'avez déjà croisé, Christian Blanc, il est abordable, on peut lui parler. Je vous vois sourire. Non, mais parce qu'on s'est retrouvés à la même réunion, je crois que c'était au mois d'octobre, où il avait invité les maires de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Alors, il se trouve, moi j'étais arrivé un peu en retard parce qu'il y avait des bouchons, ce qui d'ailleurs montre que l'aspect transport est important pour aller du plateau de Saclay à Paris. Et je me souviens très bien qu'il avait dit qu'il était à la fois un homme d'action et un homme de concertation. L'action, on a vu. Moi, la concertation, personnellement, depuis le mois d'octobre, je n'ai pas vraiment vu. Jean-François Vigy, alors vous n'êtes pas du Parti Socialiste, mais vous êtes MoDem, donc on peut pas forcément d'accord avec toutes les décisions du gouvernement, mais avec certaines d'entre elles. Voilà, quelle est votre vision à vous de Christian Blanc et de ce qui se passe sur le plateau? Bon, on l'a dit, le manque de concertation, le sentiment que l'État avance tout seul et surtout que les élus ne sont pas assez associés. Moi, j'ai d'autres craintes. Par exemple, sur ce super grand 8 qu'on nous annonce. Bon. Le grand 8, on essaie de rappeler rapidement, c'est ce fameux métro. Ce grand métro. Qui va faire un 8 sur toute la région de France et qui va passer par Massy, Saclay. Et qui va passer à Saclay. Et à Saclay, si on a un grand métro souterrain à Saclay, je vois mal comment il ne va pas y avoir autour une urbanisation importante. Bon, je m'inquiète. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'en tant qu'usager des transports en commun, on ne prévoit pas de l'argent sur la ligne B du RER, qui est une catastrophe depuis 1 an, 2 ans. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire, tout le monde le sait. Donc mettons des crédits déjà importants pour réhabiliter cette ligne de façon conséquente. Bon, après, il faut voir le reste des transports. Il y a des transports en site propre qui sont en train d'être faits. Il faut les mener à leur terme, qui sont très importants. Il n'y a qu'à voir la montée en charge aujourd'hui de la ligne Massy jusqu'à Polytechnique, qui connaît un très important succès. Il faut poursuivre cette ligne. Et il faut réhabiliter aujourd'hui le RER B. Ça devient une urgence absolue. Quand on voit les chiffres annoncés, c'est très impressionnant. 1 milliard. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà vu des réalisations, des avancées depuis la création de l'OUN, parce que cette OUN est quand même en place depuis plusieurs années. On a le droit à un deuxième directeur de l'OUN, c'est pas le... donc ça a déjà vécu, ça a avancé l'affaire, parce que, encore une fois, moi en tant que journaliste, j'ai pas l'impression que ça avance non plus. Non, il y a des effets d'annonce pour dire que ça doit avancer très vite. Il y a quand même au niveau du projet de loi, puisqu'il est passé en première lecture à l'Assemblée nationale au mois de décembre et qui doit passer maintenant au Sénat sur le mode de gouvernance, il y a quelque chose qui est assez autoritaire. Il y a une volonté d'aller vite puisqu'il y aura un seul passage, ce qui est assez rare et qui était d'ailleurs contre l'avis des présidents des deux assemblées. Et donc il y a une volonté d'aller vite sur la façon de procéder. Après, sur les moyens, vous évoquiez les coûts, on estime à plus de 4 milliards l'ensemble de l'opération, et encore sans prendre en compte les aspects liés au transport, le fameux grand 8. Et surtout l'aspect lié à la viabilisation des terrains, qui est quand même un élément important sur ce plateau. Par ailleurs, ce qui est annoncé actuellement, c'est 1 milliard disponible lorsque le grand emprunt sera bouclé, plus les 980 millions du plan campus de Valérie Pécresse, dont en fait ce sont que de la dotation en capital de 40 millions d'euros par an. Donc de toute façon, on est loin du compte, ce qui veut dire que les collectivités vont être sollicitées et qu'il est un petit peu fort de nous mettre à l'extérieur de la gouvernance et ensuite de venir rechercher des élus pour le financement. Mais vous ne déciderez pas. Voilà, mais ça se fera pas. Jean-François Vigy, je vous voyais acquiescer. C'est pareil, hors de question de payer alors que vous ne décidez pas. Ah ben c'est clair. Mais encore une fois, je pense qu'il faut avancer sur cette question de la décision et de l'implication des élus. C'est pas encore trop tard, il faut absolument que l'État prenne conscience de notre volonté de travailler. Ce n'est pas la volonté de mettre un paravent, c'est la volonté de travailler, d'être impliqué. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un consensus chez tous les élus de la CAPS concernant ce qu'il faut faire sur ce plateau ?
Sur la méthode de le faire, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut en faire. Après, je pense qu'il y aura forcément des divergences. Mais c'est même bien qu'il y ait des couleurs différentes de manière à essayer d'imaginer de manière collective quelque chose de cohérent. Ce qui est important, et c'est là où moi je rejoins totalement Jean-François Vigier, c'est que si on veut participer, c'est pas pour le plaisir d'avoir un siège. C'est parce qu'on a un vécu local, qu'on a une connaissance du territoire, qu'on connaît ses contraintes, qu'on connaît ses atouts et qu'on a envie de participer pour mettre ça sur la table. Et le bonheur à 30 ans, c'est bien, mais l'amélioration du quotidien, c'est mieux et ça ne doit pas être incompatible. Il faut qu'on puisse, dans ce projet-là, à 20 ou 30 ans, voir des avancées, comme vous disiez, en tant que journaliste ou pour les habitants, que tous les ans, on voit en quoi cette OIN apporte un plus pour les habitants. Et notamment les transports, ça a été dit, les problèmes de circulation de fluide, le ring des Ulysses, les transports en commun. Enfin, il y a une multitude de projets qui sont mûrs, qui demandent qu'à être financés. Donc, je dis une fois encore, allons-y, chiche. Jean-François Vigier, quand vous vous promenez dans les rues de votre ville, est-ce que c'est quelque chose dont on vous parle ? J'imagine que vos administrés, ils ont aussi une télévision, ils voient l'avenue de Nicolas Sarkozy, ils ont entendu parler peut-être de cette OIN. Est-ce qu'on vous interroge là-dessus sur les projets pour le plateau ? Il me parle surtout des projets en vallée, puisque en l'occurrence, comme je vous le disais, on prévoit le déménagement de la fac sur le plateau, ce qui représente 20% du territoire de la ville. Donc, alors que nous sommes en train de réviser le PLU, le plan local d'urbanisme, qui est en fait une projection sur ce que doit devenir la ville dans les 20 ans qui viennent. Donc, on fait à notre échelle le travail qui est en train de faire l'État. Sur l'ensemble du plateau. On réfléchit avec les habitants. On a fait une réunion ensemble avec David, d'ailleurs, les deux villes, pour essayer de mutualiser notre réflexion avec le doyen de la faculté, pour se dire si effectivement tout ou partie de la faculté déménage dans les 15 ou 20 ans qui viennent, que va devenir ce qui reste en fond de vallée ? C'est quand même un enjeu très important, mais considérable pour une ville comme Bure. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce que vont devenir ces bâtiments ? Comment les réhabilite-t-on ? Il ne faut pas densifier. On ne va pas se mettre à densifier en fond de vallée. Quels sont les moyens de transport entre la vallée et le plateau ? Ça, c'est une question clé. Tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, on ne pourra pas avancer. L'heure tourne, donc moi j'ai quand même une dernière question à vous poser, je vais vous demander une réponse rapide. On a beaucoup parlé, on s'en a fait beaucoup l'écho sur Téléson, du SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, ce fameux grand document d'urbanisme qui doit assurer le développement harmonieux de la région sur les 30 ans. C'est mort et non avenu, ça, le SDRIF. Est-ce qu'il est pris en compte ? Est-ce qu'il n'est pas pris en compte ? Nous, en tout cas, on a l'impression que ça existe déjà plus, le SDRIF. Écoutez, c'est un enfant né, puisqu'il a été c'est le fruit d'un travail justement collectif d'élus de tous bords politiques, qui a été adopté à la région de manière démocratique, et donc il doit être pris en compte dans ce qui se passera sur le plateau de Saclay. C'est le cas aujourd'hui ? Pas complètement. Le SDRIF ? Le SDRIF, je crois qu'il n'a pas été transmis encore au Conseil d'État qui doit le valider et donner son avis, donc pour l'instant il ne peut pas être appliqué. Maintenant, puisqu'il y a des élections régionales dans quelques mois, c'est pour ça que je vous en parlais. Est-ce que ce document sera remis sur le travail ? Je ne le sais pas encore. Mais toujours est-il qu'il n'est pas rentré en application parce que la dernière démarche administrative, à savoir son examen en Conseil d'État, n'a pas été faite. Très bien, écoutez, on reviendra évidemment sur la gouvernance du plateau de Saclay. Je crois que ce sera un grand dossier des mois et des années à venir en Essonne. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine en politique, on aura Nathalie Kosciusko-Morizet, pour la campagne des régionales. Je vous remercie de nous avoir suivis. Salut, bonne soirée. Au revoir.